Tram Biosol, donc un programme qui a été développé dans le cadre du programme BAUM, Biodiversité, Aménagement urbain et Morphologie, qui est piloté par le PUCA. Ce programme Tram Biosol, il porte sur la trame brune et la biodiversité du sol. Et c'est un sujet particulièrement important qui renvoie directement aux enjeux d'adaptation des villes au changement climatique. Quand on pense effectivement aux perspectives d'adaptation des villes, aux enjeux liés à la lutte contre l'érosion de la biodiversité, on pense d'abord à l'enjeu d'intensifier la renaturation des villes, de planter davantage d'arbres, de créer des îlots de fraîcheur. Mais pour que cette renaturation de la ville puisse se faire, notamment dans le cadre de la trajectoire ZAN, qui impose de reconstruire les villes sur elles-mêmes, mais aussi de replanter et de renaturer la ville sur elle-même, se pose en filigrane la question de la fertilité des sols. Avoir une ville verte et résiliente par la végétation ne peut exister que si les sols sont en capacité de permettre le développement de la végétation. Et la question, l'étude de la fertilité des sols, l'étude du potentiel de ces sols à permettre le développement d'écosystèmes, c'est vraiment l'enjeu majeur de ce sujet d'étude qui est Tram Biosol. Alors, très rapidement, si on peut passer sur la première diapositive. Le séminaire de cette matinée va être en 3 parties. La première, c'est une restitution des résultats du projet. Donc on va voir 3 exposés qui vont vous permettre d'apprécier à la fois les enjeux et les différents apports méthodologiques et techniques, les résultats de ce programme d'études. Ensuite, une petite pause, parce que c'est intéressant, une fois l'acquisition de ces résultats, de pouvoir souffler un peu et échanger entre nous. Et puis, on passera à une deuxième partie sur les applications qu'on peut attendre de ces résultats, comment les acteurs de l'aménagement urbain, de la fabrique de la ville, peuvent s'approprier ces concepts de trame brune, d'habitabilité des sols pour les projets d'aménagement, la planification urbaine, pour prendre en compte ces enjeux de renaturation. Et puis, on terminera par une réflexion un peu synthétique et prospective sur la suite qui pourrait être donnée, à la fois sur des aspects réglementaires, mais aussi sur des aspects opérationnels et de recherche, pour poursuivre ce travail d'acquisition de connaissances sur l'enjeu de la trame brune pour l'adaptation des villes au changement climatique. Alors, tout de suite, pour commencer, sans plus attendre, la restitution des résultats, je vais appeler Daniel Cluzot. Donc, Daniel Cluzot est enseignant-chercheur à l'université Rennes 1 et ça a été un des acteurs scientifiques du programme Tram Biosol. Et il va nous présenter les questions liées à la notion de trame brune. C'est intéressant de replacer le contexte et les idées et de nous présenter les enjeux qui sont à l'origine de ce programme de recherche. Merci. Bonjour. J'ai la voix un peu enrouée, donc je vais peut-être faire une petite interruption pour boire un peu d'eau au milieu de l'exposé. Donc voici l'équipe qui a travaillé sur le programme Trame Brune. Et donc c'est une équipe pluridisciplinaire. Et moi j'ai eu un grand plaisir à travailler avec cette équipe pluridisciplinaire. On verra au cours de la matinée comment ça a permis de faire émerger des nouvelles questions, mais aussi des nouveaux savoirs qui peuvent intéresser après les aménageurs, mais aussi les gestionnaires de biodiversité dans les différents écosystèmes, qu'ils soient urbains, mais qu'ils soient aussi naturels ou autres. Donc moi, je vais vous présenter un exposé en 3 grandes parties. Une partie sur la biodiversité des sols. Et parmi cette biodiversité des sols, quelle biodiversité des sols va-t-on prendre en compte dans la mise en œuvre de la trame brune?
voir comment définir la trame brune aussi, et puis présenter les enjeux et puis les questions du programme Trame Biosol, questions auxquelles nous avons voulu apporter quelques réponses quand même. Donc en préambule sur le sol, c'est juste de se bien avoir en tête que le sol est un réservoir de biodiversité, même si cette biodiversité ne représente que 0,25% de la masse d'un sol. On va voir tout à l'heure que ça représente une grande diversité en termes de taxons, mais aussi en termes de rôle et aussi en termes de quantité de matière vivante qui va participer au fonctionnement des sols. Dans un sol de prairie, on a 95% de matière minérale, 5% de matière organique, et parmi ces 5% de matière organique, eh bien, on va avoir 5% de biodiversité des sols, donc de matière vivante, que sont les micro-organismes et les invertébrés des sols. Dans la matière organique, on va comprendre aussi tout ce qui est la matière organique humifiée des sols, et puis tout ce qui va être aussi racines, qui va participer au fonctionnement de ces sols. Donc la biodiversité des sols, on va la séparer en deux grands groupes. La faune du sol, qui va représenter un tiers de cette biodiversité des sols, et donc qui va ne représenter en poids que même pas 0,1% de la masse d'un sol, mais ça va représenter quand même plusieurs milliers, voire millions d'espèces, et plusieurs millions d'individus dans un sol de prairie en zone tempérée. Et du point de vue biomasse, ça ira de 1 tonne à 2-3 tonnes hectares de matière vivante cette matière vivante qui va participer au fonctionnement des sols. Et puis les micro-organismes, eux, occupent une grande biomasse dans le système. Ils représentent des millions d'individus, des milliards, voire même d'individus. Et il y a aujourd'hui des millions d'espèces, mais on ne sait pas vraiment quelle est cette biodiversité, puisque la grande partie est plutôt inconnue. Mais quoi qu'il en soit, les 0,25% de la masse d'un sol représentent déjà des milliers d'individus et de taxons. Donc, où vivent-ils? Ils vivent dans le sol, mais dans les espaces poreux, donc dans les vides qui sont constitutifs du sol. Et dans ces vides qui sont constitutifs du sol, on a une porosité, on appelle ça. Cette porosité, elle peut être de taille différente. Et dans cette porosité de taille différente, eh bien, il va y avoir une biodiversité qui va se développer et qui va agir à différentes échelles spatiales. Les échelles spatiales, c'est l'agrégat pour les micro-organismes. C'est aussi des capacités de déplacement. Et donc, ces micro-organismes, cette microfaune va se déplacer dans le film d'eau à des échelles du millimètre ou du micromètre. C'est-à-dire que l'univers de vie va être de cette taille-là. Donc c'est vrai que par rapport aux dimensions habituelles de la trame verte et brune, trame verte et bleue, on est très loin des dimensions similaires. Donc après, on a dans la porosité de taille moyenne des organismes de la mésofaune qui sont de taille inférieure à 2 mm et qui vont coloniser et vivre dans un univers qui va faire entre quelques centimètres à quelques décimètres. On appelle ça la motte de sol. Et ils auront des capacités de se déplacer grâce à des soies ou à des pattes. Et puis, on a la macrofaune du sol qui est capable de vivre à l'échelle du profil de sol, c'est-à-dire que là, des capacités de déplacement et de vie et d'impact à l'échelle du mètre, voire du décamètre. Et donc, on a des soies ou des pattes de plus ou moins de grande taille. Et si on rajoute à ces taxons les ailes qui vont équiper les adultes, eh bien là, on va pouvoir coloniser beaucoup plus de territoire de l'échelle de l'hectomètre, voire de kilomètres. Donc, déjà, on peut dire que par rapport à la trame brune, les micro-organismes ne sont pas considérés parce qu'ils vont vivre dans l'eau qui est dans le sol, et donc ils sont plus impactés, et donc c'est des déplacements par hydrochorie, donc selon l'eau du sol. Donc cette biodiversité qu'on va retenir comme potentiellement concernée par la trame brune fait partie de la mésofaune et de la macrofaune.
ces organismes vont passer un temps plus ou moins important dans le sol, donc soit juste pour hiverner ou estiver, donc on appelle ça des géophiles inactifs, qui sont peu concernés par la trame brune. Après, il y a des organismes qui vont vivre quasiment tout leur cycle de vie dans le sol. Ce sont les fourmis, par exemple, et les adultes ailés vont aller beaucoup plus loin, mais vont coloniser aussi un autre milieu. C'est aussi les coléoptères, comme le hanneton, par exemple. Et donc ça, ce sont des géophiles actifs. Ils vont vivre dans le sol, impacter dans le sol pendant 1 an, 2 ans ou plusieurs années. Mais une partie de leur cycle de développement se fait en dehors du sol. Donc des géophiles actifs, mais qui sont plus ou moins concernés par cette trame brune. Et puis on a des organismes qui vivent l'entièreté de leur cycle dans le sol, et donc on les appelle des géobiontes, et c'est surtout ces espèces géobiontes qui vont nous intéresser dans la trame brune. Pourquoi? Parce que ces espèces géobiontes ont des capacités de déplacement plus ou moins petits ou absents, donc ce sont des soies, ce sont des petites pattes, et dès qu'on a des pattes de plus ou moins grande taille, et que ces pattes sont associées à des ailes, eh bien, on a affaire à des espèces géophiles actives qui sont moins concernées par la trame brune, mais on a tenu quand même à séparer certains taxons, comme les cloportes, les myriapodes, les fourmis, les blattes, qui peuvent faire partie de la trame brune, sachant que les coléoptères sont déjà pris en compte dans la trame verte. Mais au stade juvénile, ou le stade larve, eh bien, ils sont concernés par le sol et la trame brune. Les organismes géobiontes qui sont très concernés par la trame brune sont des vers de petite taille comme les anchytrides ou les vers de terre, mais aussi des colamboles, des acariens, et puis tout ce qui est mollusques. Donc la question aujourd'hui, c'est pourquoi s'intéresser aux vers de terre dans cette définition de la trame brune. Et donc je vais vous présenter là des raisons de notre choix. Ce sont des espèces qui modifient le fonctionnement du sol et qu'on appelle donc des espèces ingénieurs de l'écosystème. C'est aussi des espèces clés de voûte qui contribuent à permettre le développement d'une certaine biodiversité dans les sols et qui, s'ils disparaissent, cette biodiversité risque aussi de disparaître. Du point de vue de l'ingénieur des écosystèmes, eh bien, ils vont conditionner les activités des micro-organismes dans les sols et ils vont aussi contribuer à la structuration des sols. Donc ces ingénieurs d'écosystèmes que sont les vers de terre sont des acteurs importants dans la formation de la structure des sols et dans la dynamisation des activités microbiologiques des sols. Avant que l'homme soit l'homme, avant que l'homme soit sédentarisé, eh bien, les vers de terre existaient déjà, et naturellement, ils avaient déjà des contraintes naturelles qui les conditionnaient. En particulier, le pH des sols, eh bien, conditionne ces communautés lombriciennes et limite la possibilité de vivre si le pH est trop acide, par exemple. Il y a la profondeur des sols. Si le sol est superficiel, il n'y aura que certaines espèces de surface qu'on appelle épigées qui vont vivre dans le sol. Si le sol s'approfondit, on permettra à d'autres espèces endogées ou de grande taille comme les anéciques de pouvoir y vivre. La composition minérale peut agir puisque on dit que dans les sols plus sableux, eh bien, c'est plus délicat pour ces communautés. Mais il y a un manque de savoir pour pouvoir vraiment trancher. Et puis sinon, l'humidité plus ou moins permanente dans les sols ne dérange pas forcément les lombriciens parce que ce sont des animaux semi-aquatiques, ils continuent à respirer par l'eau qui entoure leur corps, donc dans le mucus. Mais par contre, il faut que l'eau qui les entoure contienne de l'oxygène. Donc si on a un sol où l'eau stagne et l'oxygène est consommé par les micro-organismes, eh bien ce milieu deviendra invivable pour ces lombriciens. Donc ils pourront être limités par des zones d'hydromorphie prononcées. Donc tout ça, ça définit des conditions d'habitabilité des communautés lombriciennes dans les sols, qu'ils soient agricoles, naturels ou urbains. Mais depuis que l'homme est l'homme, donc il s'est sédentarisé et que l'humanité a démarré,
il a développé des activités agricoles, et par ces activités agricoles, il a favorisé la dispersion des vers de terre, et aussi il a favorisé les vers de terre en apportant de la nourriture, sous forme de fumure. Et il est vrai aussi que les vers de terre ne sont pas en quantité la plus importante dans les forêts, mais plutôt dans les milieux plus ouverts, et dans les milieux aussi où la végétation se dégrade rapidement, puisque les feuilles d'arbres sont plus délicates à dégrader, et que les arthropodes sont mieux armés que les vers de terre pour dégrader les feuilles de chêne. Donc quand on est passé après disparition de la forêt tempérée, et qui a été remplacée par des activités agricoles, eh bien les vers de terre se sont développés. Et donc on colonisait tous les milieux, même les alpages, à condition que l'humain ait fréquenté ces alpages. Donc les Lombriciens, par rapport à tous les invertébrés du sol, sont la première biomasse animale terrestre en zone tempérée. Et de ce fait, ils sont considérés comme des animaux qui vont servir de ressources alimentaires. Et donc parmi ces prédateurs, il y a par exemple la chouette chevêche, qui nourrit ses petits uniquement avec des gros vers de terre tant qu'elle peut. La densité des blaireaux dans les paysages, qui est fonction de la densité des prairies permanentes, qui, elle, possède la plus grande diversité, la plus grande biomasse de vers de terre. Ça a été vérifié en Écosse, en Espagne, en Grèce, etc. Et puis on a d'autres, vous connaissez tous les merles, etc., que vous voyez sur vos pelouses, qui font pareil. Donc bien retenir qu'elles sont aussi clés de voûte pour des espèces vertébrées qui ont besoin de cette nourriture riche en protéines. Donc nous avons vu que les Lombriciens agissaient sur les propriétés du sol, en résumé, ces propriétés du sol qui conditionnent les fonctions et qui rendent des services. Et donc c'est à ce titre-là aussi que ces ingénieurs de l'écosystème sont considérés comme une biodiversité qui rend des services à l'humanité dans le fonctionnement des sols et la gestion des sols. Donc aujourd'hui, on est dans un carrefour où on doit constater que depuis 40-50 ans, la biodiversité et puis l'abondance des vers de terre a diminué dans certains secteurs gérés par le monde agricole. Et la question était de savoir si dans le monde urbain, on pouvait assister aux mêmes impacts. Oui, parce que c'est vrai que ce n'était pas les mêmes natures d'impact, mais par contre, il y a toujours en moyenne 20 000 hectares de sols qui sont urbanisés. Et dans ces sols qui sont urbanisés, souvent c'est des bons sols profonds et qui servent comme d'habitat à cette biodiversité lombricienne. Donc, on a modifié un peu les possibilités de vie dans les milieux urbains pour les vers de terre en détruisant des corridors ou des réservoirs de biodiversité qui ont été fragmentés, isolés, voire aussi dégradés. Mais bien sûr, tout ça se passe à des échelles beaucoup plus fines que les échelles de la trame verte et bleue, puisqu'on est plutôt à l'échelle de l'arrondissement, du quartier ou du bloc d'immeubles. On va pas forcément... on a déjà des fragmentations au sein des quartiers. Cette artificialisation des sols qui conduit à une perte de biodiversité, une perte d'habitat, entraîne une fragmentation des communautés lombriciennes. Ça, nous l'avons vu et je vais pouvoir revenir tout à l'heure dessus par rapport aux enjeux du programme Trame Biosol. Donc en synthèse de la deuxième partie, pourquoi les Lombriciens? Donc comme quoi c'est un des modèles qui peut être utilisé pour évaluer et puis aussi caractériser la trame brune dans les sols urbains. Premièrement, il contribue au fonctionnement, on l'a vu, des sols en zone tempérée. Ce sont des animaux primitifs très bien adaptés à leur milieu. Ils ont une grande résilience. Toutes les populations, qu'elles soient épigées vivant en surface ou endogées vivant en profondeur, ont une grande résilience, à condition quand même d'avoir reconstruit une partie de leur habitat. Nous avons vu qu'ils étaient ressources de nourriture pour de nombreux animaux,
Mais bien noter aussi que ce ne sont pas ces animaux qui font disparaître les vers de terre dans les écosystèmes naturels, urbanisés ou agricoles. Ce sont bien les activités humaines qui modifient ces habitats ou ce fonctionnement et qui agissent sur la dégradation de ces communautés lambrouissiennes. Il y a eu des thèses qui ont été réalisées montrant que les mouettes ne faisaient pas disparaître les lambrouissiens dans les prairies suisses. Donc ils ont été reconnus par différents programmes, que ce soit des programmes nationaux, européens et internationaux, comme des bioindicateurs d'usage des sols et aussi de fonctionnement des sols. Ce sont des organismes qui sont connus de tout le monde, même si par contre ils ne sont pas forcément aimés puisqu'ils sont gluants quand on les touche. Donc, mais par contre, ça peut être un outil pédagogique pour faire comprendre aux acteurs qui vont gérer les sols urbains que les sols urbains ne sont pas composés que de physique et de chimie, mais aussi de biologie. Et que cette biologie, elle ne peut vivre que si leur habitat est respecté. Donc il peut être perturbé, mais il faut concevoir après un habitat favorable aux vers de terre une fois qu'on a fini l'aménagement urbain. Donc, pourquoi aussi on les retient dans la trame brune? C'est parce qu'ils ont des capacités de déplacement très faibles. Ils n'ont pas de pattes, ils ont des soies très courtes qui font 1 à 2 mm. Et donc, il faudra 10 ans pour un ver de terre de grande taille pour traverser une parcelle d'1 hectare. Vous voyez bien que ce n'est pas la vitesse du hanneton, et c'est encore moins la vitesse du chevreuil. Il est vrai aussi que dans le milieu urbain, il y a des blocages à la libre circulation des individus et des biens. Donc là, l'espace Schengen, dans un quartier, il s'applique pour les vers de terre parce que le moindre petit muret vertical devient un mur infranchissable. Donc forcément, ces communautés vont être fragmentées. La question est, est-ce qu'elles ont les capacités, dans le milieu où elles vont être, de pouvoir se redévelopper. Mais il faut que le milieu soit favorable. Donc il faut qu'à la fin des travaux d'aménagement, on ait bien mis en œuvre la reconstruction d'un sol qui soit capable d'être habitable par les vers de terre. Donc nous allons tester un peu pour voir si c'est un des modèles pertinents pour la trame brune, et en particulier pour la trame brune urbaine, dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui. Donc ça, le CRCE, tout le monde connaît ce que c'est que le CRCE, hein, les schémas régionaux de cohérence écologique, ont permis de dessiner la trame verte et bleue pour toutes les régions de France. Par contre, on s'est arrêté aux invertébrés volants. Donc le modèle CARAP, par exemple, est intégré dans la trame verte. Et par contre, d'autres organismes de la biodiversité des sols ne pouvaient pas l'intégrer parce qu'on était à des échelles complètement différentes. Il fallait un autre logiciel pour intégrer ça. Donc, la définition de la trame brune est comme la définition de la trame verte et bleue, puisque c'est une trame écologique. Hein. Elle va se composer de réservoirs, de corridors. Ce sont des corridors pédologiques, donc constitués par du sol. La matière, c'est le sol. Et ce sol doit être en quantité suffisante en épaisseur et en qualité pour assurer un habitat favorable aux lambrouissiens. Donc cette trame brune va concerner les espèces qui vont vivre continuellement dans le sol ou y passer la majeure partie de leur cycle. Et puis ça va concerner aussi des espèces à faible capacité de déplacement. Donc les capacités intrinsèques de déplacement vont être aussitôt bloquées et devenir plus ou moins infranchissables. Donc on va parler aussi un peu comme la trame bleue de franchissabilité des obstacles pour évaluer dans le paysage urbain, eh bien, est-ce que la nature de ces différents obstacles. Donc la trame brune, en définition, assure la continuité écologique dans les sols au service d'espèces vivant continuellement dans le sol et qui ont de très faibles moyens de déplacement.
La question, c'est est-ce que ça, on considère que c'est une définition acceptable de la trame brune? Est-ce qu'elle n'est pas trop limitante? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi prendre d'autres taxons comme les escargots ou autres composants du sol? Eh bien, à d'autres laboratoires de développer cette question-là. Et à nous aussi de voir comment associer ces communautés lombriciennes à la gestion des sols urbains. Et cette gestion des sols urbains, elle est influencée par les facteurs d'urbanisation, sachant que tous travaux d'urbanisation vont avoir tendance à modifier l'habitabilité des communautés lombriciennes, et puis que la construction au sein du projet d'aménagement va installer des barrières, des murs, des murets ou des immeubles qui vont eh bien, créer de la discontinuité. Et donc on aura une modification de cette continuité écologique dans le quartier. Il y a plusieurs... les couleurs ne sont pas celles qu'on avait choisies, mais bon. Donc il y a des facteurs pédologiques en haut à droite dans l'écran. Les facteurs pédologiques, c'est les propriétés physiques, chimiques des sols. C'est aussi le type de sol, le degré d'anthropisation des sols, à condition qu'on arrive aussi à définir justement eh bien, un référentiel pour le degré d'artificialisation des sols. C'est intéressant de poser ça aux pédologues. Et puis, il y a des facteurs d'urbanisation qui vont aussi influencer cette habitabilité et cette continuité. Ce sont les formes urbaines, ce sont les usages de ces zones urbaines, et puis l'âge de l'urbanisation, puisque selon la résilience plus ou moins importante de ces communautés lombriciennes, eh bien peut-être que 5 ans, 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans après, eh bien, on a retrouvé une population ou des communautés satisfaisantes du point de vue lombricien. Et puis aussi c'est la couverture. La couverture, c'est que va-t-on faire des espaces verts non construits? Comment les mettre en œuvre la gestion de ces espaces pour que cette gestion soit favorable à la dynamisation de la reconquête des lombriciens dans ces habitats modifiés au préalable par les constructions. Dans le projet, nous allons essayer de répondre à 3 questions. Donc, comment ces facteurs urbanistiques vont-ils conditionner les communautés lombriciennes, sachant qu'elles sont conditionnées potentiellement par le sol, en termes de couverture, d'usage, d'urbanisation, donc d'anthropisation, et puis aussi conditionnées par les formes urbaines, denses, lâches, pavillonnaires, ou avec aussi différents modes de gestion de ces espaces. Deuxième question, mais qui ne sont pas forcément dans l'ordre, il n'y a pas première, deuxième, mais c'est 3 questions qui constituent un ensemble des problématiques du programme Trame Biosol. Comment les facteurs pédologiques qui ont été modifiés lors des processus d'urbanisation vont conditionner les communautés lombriciennes? Et comment les facteurs qui conditionnent la trame brune, donc ça c'est ceux que nous on a identifiés, vont conditionner les communautés lombriciennes? Donc on boucle dans l'autre sens là. J'ai fini de vous présenter mon exposé en 3 étapes. On a fini par se mettre d'accord, nous, autour d'une définition de la trame brune. Et nous avons, à partir de là, développé une démarche pour répondre à ces 3 questions. Et je vais passer la parole à Jeanne pour qu'elle puisse prendre la parole. Mais avant, il y a une petite transition. Alors, merci pour ce premier exposé, on peut l'applaudir. Très pédagogique. C'est intéressant de replacer effectivement le contexte, la définition de la trame brune pour poser la question du projet Trame Biosol. Et comme on l'a vu dans cet exposé, caractériser la trame brune en ville pose la question de la compréhension de l'histoire et de la morphologie urbaine. Et donc, j'appelle tout de suite Étienne Lénac, qui est architecte urbaniste à l'agence Lambert-Lénac, et qui a travaillé sur la définition, justement, la compréhension et le choix d'un terrain d'étude
pour justement caractériser la trame brune en lien avec la morphologie urbaine. Je te laisse la parole. Merci. Pour faire défiler les... Bonjour à tous. Pour faire défiler, vert, c'est en marche en avant. Tac. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous, on a, comme il y a quelques temps, on a dû comprendre tout ce qui a été exposé par Daniel pour essayer de comprendre à quel point on pouvait être utile dans cette réflexion. Donc c'est un vrai travail d'acculturation, c'est-à-dire la question de l'échelle du temps et de la question de l'échelle spatiale dans laquelle on doit s'inscrire pour essayer de proposer des terrains d'exploration intéressants pour essayer d'évaluer à quel point la forme urbaine et l'aménagement en général peut avoir une influence sur cette trame brune. Donc on va... Ah oui, donc c'est moi qui lance. Donc on nous a demandé de réfléchir à un territoire qui avait été prédéterminé par donc Sol Paysage et le laboratoire de Daniel, qui est le plateau de Saclay. Le plateau de Saclay qui est intéressant par sa très grande homogénéité pédologique, de sorte que le travail de sélection de sites d'exploration ne soit pas, je dirais, falsifié par des variations trop importantes du type de sol dans lequel on s'apprêtait à conduire ces explorations. Donc le plateau de Saclay qui est figuré sur cette image, donc on voit cet ensemble très important, au bout duquel, au sud-est, se trouve la ville de Palaiseau, qui est un territoire qui nous intéresse, parce que sur ce site pédologique homogène, on va y trouver une grande variété de formes d'urbanisation. Donc c'était pour nous un territoire, on va dire, idéal pour essayer de confronter, enfin d'analyser, décortiquer la question de l'influence de la forme urbaine sur un sol donné. Donc, assez succinctement, je vais vous raconter l'histoire de la formation urbaine de cette ville de Palaiseau, pour ensuite vous expliquer sur quels échantillons de territoire s'est porté notre intérêt. Donc, à l'origine, donc on va dire avant la révolution industrielle, Palaiseau, c'est un bourg agricole finalement. Dans la vallée, au pied du plateau, on va trouver un village-rue autour desquels des maisons à l'alignement s'organisent, avec quelques fermes isolées sur le plateau assez rares. On connaît les qualités agronomiques du plateau de Saclay qui fait beaucoup parler de lui. Donc déjà, dans des temps anciens, c'était un territoire qui était exploité, on va dire, d'un point de vue agricole. Avec l'arrivée du chemin de fer au milieu du 19e siècle, Palaiseau prend une tournure un peu différente, puisque toujours dans la vallée, là où passe la voie ferrée, le village prend une certaine épaisseur, puisque les Parisiens vont venir en vacances, en villégiature, en week-end, se faire construire des maisons. Donc c'est un développement assez significatif qui s'opère à cette période-là, mais avec toujours des constructions plutôt contenues autour de la ville ancienne dans la vallée. Un tout petit peu sur le départ du coteau. Ensuite, donc 1940 est passé par là la loi Loucheur, donc avec beaucoup de développement pavillonnaire, mais des développements pavillonnaires assez libres, c'est-à-dire ce sont des constructions autonomes, indépendantes sur des parcelles, ce sont des lotissements qui ne sont pas homogènes du point de vue de leur construction, qui s'installent dans le temps progressivement, avec plutôt une forme de discontinuité et de variété dans les implantations. Donc on est, on va dire, toujours dans une forme d'urbanisation progressive du territoire.
Ensuite, à l'après-guerre, un peu comme partout sur le territoire français, voit l'apparition de développements beaucoup plus organisés, beaucoup plus structurés, avec un travail de construction, pas de grands ensembles, mais on va dire d'ensembles immobiliers beaucoup plus massifs, qu'on va retrouver assez ponctuellement. On les voit figurer en rouge ou en orange sur cette carte. C'est un phénomène qui n'est pas très important à l'échelle du territoire, mais qu'on va retrouver sur les cartes, comme vous le verrez, avec des formes plus ou moins ouvertes, plus ou moins fermées, mais plutôt des formes ouvertes. Ensuite, donc au milieu des années 80, donc l'arrivée sur le plateau de l'école polytechnique. Mais donc suite à la circulaire Guichard qui sonne la fin des grands ensembles, redonne finalement du rythme à la construction pavillonnaire, mais plutôt sous des formes, je dirais, d'aménagement plus importantes, sur des tènements plus grands, des lotissements structurés par un seul constructeur, donc une forme de pavillonnaire qu'on pourrait qualifier d'homogène et qui apparaît de manière assez sensible sur ce qui sont maintenant les coteaux, les rives du plateau de Saclay, qui sont les territoires sur lesquels on va travailler, parce que c'est là que se rencontrent l'urbanisation et le grand réservoir de biodiversité que constitue le plateau non bâti. Donc, dans les années 2000, on arrive un petit peu au bout d'un cycle, avec plutôt un ralentissement de l'urbanisation, mais avec quelques opérations ponctuelles, toujours plutôt sur le plateau et sur les contours du plateau. Et enfin, la dynamique actuelle, avec l'arrivée des transports nouveaux, je dirais une densification sur le quartier polytechnique, et une opération qui figure également sur cette carte, qui est le quartier Camille Claudel, qui est un quartier assez récent, très dense, sur lequel finalement qui est un peu trop récent, sur lequel finalement on n'a pas mené d'exploration, dans la mesure où les sols étaient tellement remaniés et tellement récents qu'on n'avait pas le facteur de temps suffisant pour venir apprécier la capacité de la trame brune à se remettre en place. Donc si on fait la synthèse de toutes ces caractéristiques, donc on a fait beaucoup de cartes différentes, avec parfois peut-être trop de paramètres, parce qu'on faisait rentrer à la fois la question de la forme et la question du temps. À la fin, il y avait tellement de couleurs qu'on ne savait plus très bien quoi regarder. Au bout de ce travail, on a un peu simplifié les choses pour caractériser les formes urbaines plutôt à partir de la notion de individuel ou collectif, continu ou discontinu, parce qu'on arrive assez bien. Donc dans les gammes de bleu on va dire les logements individuels. Donc on va dire discontinu, diffus, les couleurs les plus claires qui correspondent au lotissement de type loi-loucheur, ou en bleu plus foncé, des choses plus continues, plus homogènes. Et dans les couleurs rouges, les habitats collectifs, plus ou moins ouverts, plus ou moins denses, avec notamment le quartier Camille Claudel qu'on voit figurer sur la carte, qui est la masse la plus serrée du plan. Donc à cette question de quel est un peu le domaine de validité pour ce qui concerne le déplacement et donc la capacité de déplacement, donc de continuité ou de discontinuité, on a eu rapidement l'intuition que le problème peut-être principal était constitué par la question des infrastructures, donc des routes, qui par nature sont continues et constituent des frontières très brutales dans le territoire, dans la mesure où elles ne laissent aucun passage et qu'elles emprisonnent, entre guillemets, qu'elles segmentent de manière très forte le territoire. Donc on les a tout de même classifiées, parce qu'en fonction de leur largeur, elles ont tout de même, pour les plus étroites, une capacité à être franchies par le dessus, pas par le dessous. Alors, je rappelle que parmi les critères d'habitabilité, il y a la question de la distance qui nous a intéressés, mais aussi la capacité d'un milieu, d'un terrain à être à la fois humide et en contact avec l'oxygène, comme l'indiquait Daniel.
Donc évidemment, sous une route, le terrain est inhabitable. Donc c'est là que se posent des problèmes considérables. Et donc on a croisé les critères de la morphologie de ces voies, des morphologies urbaines, et la question d'un contact plus ou moins rapproché avec le réservoir de biodiversité que constitue la partie centrale du plateau, le haut du plateau. Et on s'est intéressé donc à ces tissus urbains qui sont à la rive, sur la rive du système, pour proposer donc à nos amis pédologues et biologistes de s'intéresser à certains échantillons de territoire. Donc, en voilà quelques exemples. Après, ensuite, je passerai la parole pour ce qui était le choix définitif des sites sur lesquels les explorations ont été faites. Donc, vous comprendrez la variété des échantillons de territoire qu'on a proposés à l'étude, des tissus individuels continus et discontinus, des habitats collectifs continus et discontinus, mais surtout, comme on le comprend sur ces cartes, des habitats, je parle d'habitats humains, qui peuvent être, je dirais, au premier rang en continuité directe avec le réservoir, ce qu'on peut voir sur le dessin qui se trouve à gauche, et avec des formes de voiries qui permettent d'avoir à la fois, pour une même forme urbaine, la relation directe avec le plateau et une première frontière qui serait des voiries qui les séparent du plateau en question. Voilà, j'en ai fini, et c'est à ce moment-là qu'on a passé le relais à nos amis pour qu'ils sortent leurs outillages. Je vous remercie. Merci Étienne, et j'invite tout de suite Jeanne Maréchal, puisque tu nous as mis en attente des résultats. Maintenant qu'on connaît l'importance de la trame brune et qu'on a trouvé un terrain avec différentes morphologies, une histoire, on va voir effectivement comment on peut croiser les deux et mieux comprendre comment fonctionne la trame brune dans un tissu urbain. Alors bonjour à tous. Donc oui, maintenant, après avoir fait toutes ces réflexions préalables conceptuelles qui étaient essentielles, de savoir qu'est-ce qu'on étudie et comment, donc c'est comment on le met en œuvre ensuite. Donc sur le terrain, concrètement, on a essayé de se baser sur un plan d'échantillonnage qu'on avait élaboré à l'issue de ces réflexions conceptuelles. Mais dès lors qu'on intervient en milieu urbain, là on se trouve confronté à une multitude de contraintes, tout simplement d'accès, et qui ne nous permet pas toujours d'avoir vraiment le choix dans la localisation des observations. Donc pour ça, on a essayé de faire appel à des collaborations actives avec la ville pour avoir accès à une multitude de parcelles, pour avoir des habitats collectifs, individuels, des zones de services tertiaires, etc. Et notamment, on a pu demander une collaboration auprès des habitants, ce qui était assez inédit à ce moment-là, via le journal de la ville, pour leur proposer de venir effectivement dans le jardin des différents habitants pour aller faire des observations de sol et des prélèvements de vers de terre. Donc comment ça se passait concrètement sur le terrain? On avait des observations de sol réalisées à la terrière manuelle, c'est la photo que vous avez tout à gauche, pour extraire une carotte de sol, pour pouvoir décrire le sol. Donc on a fait à la fois dans l'espace public et dans l'espace privé. Et pour les analyses et prélèvements de vers de terre, ça s'est fait au printemps 2022, donc pareil chez les espaces privés et aussi dans l'espace public. Donc vous avez au final le plan d'implantation réel des observations qui ont été faites. Donc vous avez en blanc les sondages pédologiques, donc on a pu en faire 94 sur le site d'études. Désolé, la mise en page a un peu sauté. Et on s'est bien localisé sur la bordure du plateau de Saclay pour, comme le disait Étienne, avoir cette homogénéisation en fait, du type de sol qui permettait d'enlever un facteur supplémentaire éventuellement pour apporter un biais sur la lecture des résultats, comme l'objectif principal était de comprendre l'impact des formes urbaines. Pouvoir homogénéiser le type de sol, c'était vraiment intéressant sur ce secteur d'études-là. Et accompagné des sondages pédologiques, on a pu faire 61 observations de 61 prélèvements de lombriciens. Donc pareil, à cette échelle infracommunale, c'est assez exceptionnel de pouvoir réaliser ce nombre d'observations.
bien que le placement est toujours un peu restreint, comme je vous disais, par les autorisations d'accès, les réseaux, les zones parfois vraiment inaccessibles. Donc, je vais pouvoir montrer les résultats par rapport à tout ça. Donc, sur le terrain, l'échantillonnage se fait avec la méthode test-bêche. Il s'agit d'extraire des blocs de sol, de les trier manuellement sur le terrain, et puis après une analyse en laboratoire. Et ça nous a permis d'avoir une évaluation de l'abondance totale, c'est-à-dire on compte un peu tous les vers de terre qu'on a sur place, et d'évaluer aussi le nombre par groupe fonctionnel. Donc ça va être ces vers de terre-là, donc je vais vous montrer après les résultats. Donc on va avoir une abondance de vers anéciques, donc ce sont les grands vers de terre de grande taille que vous pouvez croiser, qui sortent quand il pleut, c'est ceux qu'on voit en général, avec une tête un peu sombre et une queue un peu plus claire, qui vivent dans l'ensemble du sol. On peut trouver aussi des épigées, qui sont des vers de terre beaucoup plus petits, qui vivent en surface, qui sont rangés. Et plus dans le sol, de façon continuelle, des endogés qui sont beaucoup plus clairs, qui creusent, eux, des galeries verticales. Donc, ils ont tous les trois des fonctions assez différentes dans le sol. Et la proportion des uns et des autres va nous donner une information sur la qualité du sol, la qualité biologique du sol. Donc on va répondre une à une aux différentes problématiques qui ont été amenées par Daniel, dans un objectif aussi de pouvoir proposer une méthode opérationnelle qui soit reproductible. Donc si on se place dans une cas, par exemple, d'une future étude d'impact, l'idée ce serait de pouvoir proposer un pré-diagnostic urbanistique, un diagnostic pédologique, pour pouvoir aboutir à une lecture de trame brune du paysage. Donc c'est ce que je vais vous dérouler ici sur ces résultats du projet. Donc sur les facteurs urbanistiques, pour répondre à ces questions-là, on mène du coup un pré-diagnostic à l'échelle communale, notamment grâce au travail qui vient d'être montré par Étienne, mais aussi avec des données qu'on souhaitait libres d'accès pour que ça puisse être reproductible. Donc par exemple sur la couverture du sol, là vous avez représenté les différentes couvertures du sol avec les données au CSGE, qui sont de l'hygiène et libres d'accès, qui permet d'avoir un peu une lecture aussi sur la diversité de la couverture du sol. Donc finalement, sur cette zone urbaine de Palaiseau, on a entre 70 et 80% qui correspondent à des zones de végétation non bâties, donc 70% plutôt des couvertures arborées et herbacées, et on a aussi 11% de zones qui sont qualifiées de non bâties, qui accompagnent les zones bâties. En fait, ces zones-là, qui sont un peu toutes les zones hors les zones roses, qui sont plutôt les zones résidentielles, c'est potentiellement la localisation d'une trame brune, où il y a encore du sol, où il y a une végétation et donc du sol en dessous. Donc c'est préférentiellement dans ces endroits-là qu'on va aller investiguer. À l'issue des prélèvements de vers de terre, donc vous allez voir ce graphe-là qui va apparaître régulièrement, ce sont les résultats d'abondance de vers de terre en fonction du paramètre testé. Donc là, on est par type de couverture de sol. Vous voyez le nom zone bâtie, zone non bâtie, les différents types de peuplement. Et le N égal, c'est le nombre d'observations qu'on a pu faire correspondant à cette modalité. Donc c'est là où je vous expliquais qu'avoir un plan d'échantillonnage équilibré en milieu urbain, c'est vraiment très délicat parce qu'on est aussi lié un petit peu au hasard en fait, des autorisations. Donc là, ce qu'on peut néanmoins voir, c'est que sur les tests que ça donne, on voit quand même une variabilité, mais qu'en termes de statistiques, les résultats ne sont pas différents. Voilà, on en trouve une abondance qui est relativement homogène, quel que soit le type de couverture du sol. Si on regarde un peu la gamme moyenne, on est entre 300 et 400 individus par mètre carré. C'est un chiffre qui va se répéter tout au long. Et par ordre de grandeur, c'est équivalent à des prairies naturelles locales. Donc on est sur des valeurs aussi bonnes en fait que des sols naturels qui ont été non remaniés, donc des sols de prairie. C'est plutôt un bon indicateur, et sur ces slides-là, donc à retenir que le type de couverture du sol n'a pas d'influence. Sur l'usage du sol, pareil, toujours sur les données au CSGE, cette lecture nous permet de voir que l'usage résidentiel représente 42% de la surface, suivi de la sylviculture et la production tertiaire, donc quand même sur un territoire où il y a beaucoup de trames brunes potentielles. Et ça nous permet aussi de tester du coup pour chaque point qui a été placé. La même chose, est-ce qu'il y a un impact de cet usage du sol sur l'abondance de tel ou tel type de vers de terre? Et bien encore une fois, non. Vous voyez, on a, que ce soit pour la sylviculture, la production tertiaire, on avait quand même 23 observations, et l'usage résidentiel aussi 23. On est sur des gammes vraiment très similaires. Donc pas de différence significative non plus, mais globalement une richesse et une abondance totale qui sont néanmoins élevées à très élevées sur l'ensemble du territoire.
Pour l'âge d'urbanisation, donc on croise aussi, on peut faire avec la méthode donc, qui a été montrée par Étienne Lénac, avec une analyse vraiment fine du territoire sur l'historique d'urbanisation. Et si on veut essayer de mettre en place une méthode un peu plus reproductible, là, les données elles sont issues de l'IPR, donc c'est les îlots morphologiques urbains, à qui sont associés un âge majoritaire du bâti, qui est représenté ici là en couleur. Donc en rouge, vous avez les ouvrages les plus récents, et en vert les plus anciens. Et globalement, sur Palaiseau, donc c'est une urbanisation assez ancienne, sur ce secteur-là, majoritairement supérieur à 50 ans. Ce qui était intéressant pour nous, pour être sûr d'observer des zones qui aient eu potentiellement un temps de résilience nécessaire suffisant au vers de terre pour voir s'il y avait un vrai effet dans le temps sur les communautés de vers de terre. Donc c'était aussi un choix de secteur d'études-là. Donc quand on teste ces classes d'âge, encore une fois, pas de différence significative. On voit des variations, mais qui ne suffisent pas du fait des écarts types importants pour avoir des contrastes forts entre les modalités, que ce soit sur des zones non remaniées, ou aucun, là, le premier graphe, des zones remaniées des années 75 jusqu'aux zones remaniées il y a 15-20 ans, on est sur des abondances relativement élevées à très élevées. Le test des formes urbaines qui vient de nous être présenté, rebelote, hein, c'est la même chose, forme urbaine. On n'a observé aucun impact différent, aucun impact significatif sur les abondances. Il noterait que sur d'autres études, ce serait intéressant d'aller creuser un petit peu plus pour rétablir, équilibrer le plan d'échantillonnage. Mais là, sur toutes les 60 observations qu'on a faites, donc elles se répartissaient comme telles, avec des linéaires d'accompagnement de voirie, de l'individuel homogène et hétérogène. Et on ne voyait pas à ce moment-là des différences significatives. Voilà pour les facteurs urbanistiques. La deuxième étape, c'était les facteurs pédologiques, donc modifiés par le milieu urbain. Donc pour pouvoir répondre à ces questions-là, ça va permettre d'utiliser les observations pédologiques qui ont été faites sur le terrain à la terrière manuelle. Et pour ça, il faut mener un diagnostic pédologique à l'échelle infracommunale. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas du tout courant et qu'on essaye de mettre en avant sur le fait que l'observation des sols est un peu la seule façon de comprendre leur niveau d'habitabilité. Donc c'est un peu sur ce point-là qu'on va zoomer maintenant, sur évaluer l'anthropisation des sols en milieu urbain, un milieu qui a souvent été un peu délaissé des pédologues et qui est encore très peu connu, très peu caractérisé. Donc la connaissance d'une trame brune passe forcément d'abord par une connaissance des sols assez fine, à une échelle au moins du 10 millième quand on est à l'échelle infracommunale. Donc voilà, ici, vous avez une représentation de tous les points pédologiques observés avec leur degré d'anthropisation. C'est-à-dire qu'on a mis en place un gradient de sol plus ou moins impacté par les modifications humaines, donc, qui se traduisaient par des lectures sur le terrain. Donc en vert, vous avez les sols les moins anthropisés, jusqu'en rouge, les sols les plus anthropisés. Donc on a comme ça une grande gamme. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'on a quand même plus de 22% de sols qui sont quand même bien préservés, quasiment non anthropisés sur le territoire. Et après, toute une gamme, plutôt presque 45% de sols de moyens très fortement anthropisés. C'est-à-dire qu'à la lecture, la terrière manuelle est relativement restrictive et on bloque assez tôt en profondeur, ce qui ne nous permet pas de voir exactement ce qui se passe en dessous. Donc c'est pour ça qu'on a une incertitude sur un grand nombre de sols. Mais néanmoins, ça permet quand même d'avoir une répartition un petit peu, vous voyez en vert, les sols les moins anthropisés sont plutôt sur les coteaux et au niveau des forêts résiduelles, et les sols un peu plus modifiés, un petit peu plus dans les centres urbains. Encore une fois, ce facteur qu'on a testé ne répondait pas aux abondances lombriciennes, que ce soit totales ou fonctionnelles. On trouve, quel que soit le degré d'anthropisation des sols sur le territoire, des gammes autour de 300 à 400 individus par mètre carré, qui encore une fois est élevée. Une nouveauté aussi dans ce projet, c'était d'aboutir à une carte des sols. Donc si vous cherchez des cartes des sols sur les milieux urbains, souvent vous n'en trouverez pas. Ce sont des taches blanches non explorées par les pédologues, ou alors vous trouverez éventuellement une échelle de 250 millièmes. Sauf que ça ne permet pas de répondre à des problématiques d'aménagement à l'échelle communale. Donc l'enjeu, c'était vraiment d'aboutir à des cartes là suffisamment fines et suffisamment robustes pour avoir une représentation des sols à l'échelle du 10 millième qui permettent de répondre à des questionnements d'urbanisation concrets sur un territoire comme Palaiseau. Donc on a fourni ici une carte des sols
donc infracommunal, qui, vous voyez sur les différentes couleurs, permet de différencier des unités de sol. Donc en gris, vous avez toutes les unités de sol en fait qui sont bâties imperméabilisées, hein, qu'on n'a pas explorées parce que ce sont des bâtiments ou des routes complètement scellées. Ensuite, vous allez avoir des sols d'unités de sol peu ou naturels ou peu anthropisés, et donc qui sont associés aux espaces boisés et de forêt, donc c'est plutôt tout ce qui est en vert. On trouve également des sols comme ça peu anthropisés au niveau des habitats individuels homogènes et hétérogènes discontinus, donc ça correspond finalement au jardin de particuliers. Unité de sol moyen à fortement anthropisé, ce que vous voyez en jaune. Là, on va trouver ça plutôt, on va aussi en trouver dans des habitats individuels. Donc on a un peu une gamme qui va être de sols préservés à légèrement anthropisés pour les habitats individuels. Et ensuite, pour tout ce qui est accompagnement de voirie, ensemble ouvert, on va aussi avoir des sols assez diversifiés, quelquefois sur des remblais compactés, ce que vous voyez en marron, et des fois sur des matériaux plus meubles. Donc voilà, ça se répartit un peu sur le territoire de cette façon-là, une représentation aussi là, un peu associée aux différentes formes urbaines. Donc on a testé ces différentes couleurs qui correspondent à des unités cartographiques. Pareil, est-ce que ces types de sols qu'on a pu différencier distinguent les communautés lombriciennes? Encore une fois, non. C'est relativement homogène sur l'ensemble des types de sols à identifier. Donc on a répondu aux deux premières questions et on vous a présenté des aspects conceptuels au tout début avec les facteurs d'anthropisation et de continuité qui nous semblaient être les facteurs conditionnant la trame brune. Donc on aura testé déjà indépendamment les paramètres un par un précédemment urbanistiques, pédologiques. On a vu qu'ils ne répondaient pas, mais est-ce que les notions d'habitabilité et de degré de continuité des sols permettaient d'y répondre? Donc nos hypothèses, c'était effectivement le milieu le plus habitable avec, pour les vers de terre, on regarde la bibliographie scientifique, c'est-à-dire des sols limoneux, épais, un couvert herbacé, la présence de matière organique, qui semble être le réservoir idéal pour un ver de terre. Ce serait dans l'hypothèse celui où on a la meilleure communauté lombricienne, la plus abondante, la plus diversifiée. On aurait au contraire sur des habitats très fragmentés et avec une habitabilité très faible, c'est-à-dire des sols superficiels, une texture sableuse, des sols très compacts, les communautés les plus dégradées. Et entre les deux, potentiellement, des communautés intermédiaires et potentiellement des zones plutôt corridors. Donc, est-ce que cette dégradation des assemblages de communautés a permis est vérifiée sur le terrain? Donc, pour ça, désolé pour les couleurs, c'est pas celle qu'on avait choisie. Pour ça, on a mis en forme, on a construit des indices de continuité basés sur la proximité à un réservoir ou non. Donc ça, c'est un indice que j'avais déjà utilisé dans 2 articles de thèse. Vous voyez représenté sur le schéma avec une continuité totale tout à droite, c'est vers des systèmes où on va avoir beaucoup d'espace et pas de fragmentation. Des zones qualifiées de continuité partielle où on va avoir une connexion potentielle avec un réservoir, c'est-à-dire juste un chemin ou un passage piétonnier où il y aurait une possibilité pour les vers de terre de se déplacer sur la surface pour accéder au sol. Et des sols de continuité nulle, c'est-à-dire complètement isolés en milieu de route, type rond-point ou linéaire, entre 2 routes de 6 mètres très passantes, où on imagine que c'est impossible pour les vers de terre de traverser. Ça, c'est pour l'indice de continuité, donc on aura ces 3 modalités-là. Et pour l'indice d'habitabilité, donc elle se base sur les propriétés du sol, pareil, c'est facilement reproductible, c'est facilement identifiable sur le terrain, l'épaisseur du sol, la texture, la teneur en matière organique et le pH, qui sont les critères vraiment phares pour structurer les communautés de vers de terre. Donc on a testé ces 2 paramètres-là, et je vais encore vous décevoir, mais il n'y a pas de différence encore sur l'indice de continuité, donc que ce soit nul, partiel ou total. On a pourtant 32 échantillons sur continuité nulle, 14 et 15 en partiel et total. On s'était plutôt équilibré, mais pas de différenciation. Et pour l'habitabilité, encore une fois, pas de différence. Cependant, ce qu'on peut noter, c'est que vous voyez, on n'a que 2 modalités sur le territoire d'étude. Donc ça, c'est vraiment crucial à comprendre. C'est que sur le site, en fait, tous les sols qu'on a pu observer constituaient des habitats à habitabilité élevée à très élevée. Et ça, c'est vraiment pas anodin, parce que c'est probablement le facteur qui explique le fait qu'on a trouvé des communautés vraiment très abondantes et très diversifiées, comparables à des prairies naturelles locales. Donc ça, c'est vraiment essentiel, ce qui fait qu'on a pu re-questionner un petit peu ce diagramme-là, et que sur le projet Trame Biosol, en fait,
Sur notre secteur d'études, on a voulu homogénéiser certains paramètres comme le type de sol et puis l'âge d'urbanisation pour pouvoir répondre à la question de forme urbaine, hein. En recherche, on essaye surtout en milieu comme ça complexe en environnement, de pouvoir isoler des paramètres, c'est pas toujours simple. Donc là, on l'a fait sur ce site-là, ce qui fait que finalement, on couvre qu'une petite partie du prisme possible de type de sol. Et du coup, dans un biosol, on n'a observé qu'une partie de ce diagramme-là. Ce qui fait qu'on n'a pas de réponse, ce qui peut paraître décevant, mais ce qui est finalement une réponse très intéressante. C'est que si on préserve des matériaux, des habitats qui soient favorables, même s'il y a eu de l'urbanisation successivement, potentiellement, on voit qu'après plusieurs dizaines d'années, on a des très belles communautés qui se restaurent, et ça, c'est plutôt très positif. Ce qui nous manquerait, ce qu'il faudrait poursuivre dans d'autres expérimentations, ce serait d'aller observer les gammes un petit peu plus complexes avec des habitabilités plus faibles et d'aller plus loin aussi sur les impacts de la fragmentation, ce qui n'est pas forcément évident à mettre en œuvre. Là, sur le terrain, vous voyez, on a fait 3 grands types de discontinuité. Ce serait intéressant d'aller plus loin sur de la génétique pour voir sur le long terme, est-ce que vraiment l'isolement d'une communauté au milieu d'un rond-point ou sur même des parcelles entourées de murets, est-ce que ça va avoir un réel impact sur le long terme sur la dégradation des communautés lombriciennes? Donc voilà, on a apporté quelques éléments de réponse, mais bien sûr, étant donné que la bibliographie sur la trame brune et voir les concepts est très émergent, c'est une première pierre à l'édifice qui permet quand même d'apporter des réponses intéressantes pour penser la planification du territoire. Je vous remercie. Merci Jeanne de nous avoir rassurés sur la résilience du ver de terre en ville. Ça veut dire que même dans un tissu urbanisé, il y a encore de la vie, il y a de l'espoir donc. C'est une bonne nouvelle, mais ça veut dire aussi que ce qu'on qualifie souvent de territoire artificialisé, c'est un territoire qui a encore des forts potentiels et que peut-être qu'il faudrait être un peu plus fin dans la définition de ce qu'est un sol artificialisé et donc par rapport à ces critères d'habitabilité. Est-ce qu'il y a quelques questions à l'issue de ces premières présentations? On peut prendre un petit temps d'échange avec nos 3 présentateurs pour peut-être affiner un petit peu des questions de compréhension avant de passer aux étapes suivantes de nos discussions. Qui a des questions et peut-être que Jeanne, Daniel et Étienne peuvent me rejoindre pour éventuellement répondre à des questions de compréhension. Il y a un micro pour la réponse. Vous avez un micro si vous avez une question à poser. Si vous voulez bien vous présenter. Oui, Joël Amossé du CEREMA. J'ai une question. Du coup, moi, j'ai fait une thèse en écologie urbaine dans les milieux urbains. Et par rapport aux communautés de vers de terre, ce qui ressortait, c'est souvent l'épaisseur du sol en milieu urbain. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez toujours les mêmes épaisseurs, quelle que soit la forme urbaine ou les situations que vous avez traitées. Non, effectivement, c'était assez variable. On pouvait avoir vraiment retrouvé des beaux luvisols dans des jardins, comme ça, avoir des refus assez tôt à 30-40 cm sur sans doute des remblais compactés. Donc c'est là où éventuellement observation, l'appel mécanique, elle serait intéressante pour compléter, pour voir vraiment la nature du sous-sol. Mais du coup, ce facteur-là, il est pris en compte dans l'indice d'habitabilité, comme effectivement c'est un facteur clé un peu pour le développement des communautés lombriciennes. Donc non, il est vraiment variable sur le territoire. Y a-t-il une autre question? Les choses étaient tellement claires que finalement... Alors... Bonjour, Hervé Moilard, Pastrans. Donc, j'ai pas bien compris, est-ce qu'il y a des facteurs qui différencient ou vous avez montré que finalement, il n'y avait pas de facteurs de différenciation? C'est ça que j'ai pas bien compris dans votre exposé, s'il y avait des facteurs de différenciation. Et la deuxième chose, est-ce que vous aviez pu faire des analyses génétiques pour voir s'il y avait des impacts liés aux fragmentations qui pourraient être révélés par les effets de route, etc. Oui, alors tout à fait. Donc non, il n'y a aucun facteur qui a été testé. Tous les facteurs qui ont été testés
révélait vraiment aucun impact sur l'abondance des vers de terre. Quelle que soit la couverture du sol, le type de sol, l'anthropisation. On a essayé plein de clés d'entrée de lecture en fait, du paysage et des sols. Et c'est vrai qu'à notre grande surprise, on n'a pas vu de différence. Et c'est pour ça qu'on pense que ça s'explique par ce facteur d'habitabilité, ce concept d'habitabilité croisée à la continuité, qui nous permet d'imaginer que c'est vraiment l'habitat en lui-même qui définit l'abondance ou pas des vers de terre. Et là, on est dans des cas en fait, où on est sur des valeurs très élevées. C'est-à-dire on a toujours finalement des sols qui ont été laissés en place ou refaits avec des matériaux qui sont très favorables, parce que sur le plateau de Saclay, de base, on est sur des sols un peu typiques, limoneux, épais, qui sont extrêmement favorables aux vers de terre. Parce qu'on ne voulait pas se lancer sur aussi un site d'études de base où on ne trouverait pas de vers de terre pour étudier la trame brune. Une étude préliminaire comme ça aurait été difficile. Donc non, on n'a pas de différenciation. Et sur la génétique, on ne l'a pas fait dans ce projet-là. Ce serait l'objet d'une autre étude, éventuellement même de projet de thèse, pour aller plus loin sur la compréhension des liens génétiques entre des populations potentiellement isolées depuis longtemps ou alors des populations potentiellement avec des échanges, avec des zones de lisière, comme le montrait Étienne tout à l'heure. Je veux bien compléter. Au fond, ce qu'on a découvert, c'est que dans un terrain favorable, les vers de terre s'en sortaient bien. En revanche, on sait qu'il y a des terrains qui ne sont pas concernés par l'étude, des grandes zones qui sont pour le coup inhabitables ou très peu habitables, des grands parkings de supermarchés, des choses comme ça. Donc notre idée, c'est que les zones habitables aient une capacité à venir au fond au secours de celles qui ne le sont pas. D'où l'idée que cette trame brune pourrait s'exercer à une échelle assez large pour que, au fil du temps, on puisse restaurer les qualités biologiques de certains sols à partir des zones où on trouve aujourd'hui les vers de terre. Mais on n'a pas trouvé de zone suffisamment dégradée à l'intérieur de notre périmètre d'étude. Est-ce que ça veut dire quand même aujourd'hui, c'est que par rapport à la trame brune, la trame de végétation, enfin de présence de sol et de la qualité du sol est le facteur majeur de qualification d'une trame brune dans une première approche aujourd'hui. C'est-à-dire que dans vos exposés, finalement, j'ai compris, c'est qu'il n'y avait pas de différence d'abondance du fait de la qualité des sols qui existait dans la ville de Palaiseau, et que donc le fait d'avoir des sols avec une certaine qualité est déjà un élément de caractérisation de trame brune. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre aujourd'hui de l'état d'avancement de vos réflexions? Oui, c'est vraiment ce qu'a montré cette étude-là, ouais. Donc, on peut déjà, avant d'aller sur le terrain, effectivement faire un pré-diagnostic en identifiant une trame brune potentielle. Donc là, on va se baser sur effectivement les couvertures du sol. Où est-ce qu'il y a encore de la végétation? S'il y a un arbre ou de la couverture herbacée, c'est qu'il y a du sol en dessous. Donc il peut être ce sol plus ou moins dégradé. Donc c'est pour ça qu'ensuite, on va sur le terrain pour qualifier son anthropisation, sa profondeur, etc., pour évaluer son habitabilité et vérifier si possible ou non avec ensuite un indicateur biologique pour voir la véracité de son habitabilité. Mais la première étape, c'est effectivement est-ce qu'il y a du sol encore dans cette ville-là? D'accord. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a des approches de type métapopulation? Parce que quand on raisonne sur les trames vertes et d'autres espèces, on a le fait d'avoir des habitats, mais avoir une taille suffisante d'habitats qui permettent à la fois la reproduction, la nourriture, etc. Donc, est-ce qu'on a aussi ces notions qui émergent dans les trames brunes ou c'est encore trop tôt pour pouvoir les définir? C'est un peu encore trop tôt. Il nous faut développer des approches génétiques, sachant aussi que les Lombriциens ont des particularités puisqu'ils sont capables de coloniser différents milieux avec des stratégies démographiques particulières, des stratégies de reproduction particulières. C'est-à-dire qu'ils sont souvent, ils sont parthénogénétiques. Quand ils ne sont pas parthénogénétiques, ils peuvent être polyploïdes. Ils ne sont pas 2N, mais ils sont 4, 8, 16, 32. Ce qui fait qu'en fin de compte, on est toujours subjugué par le fait qu'une
une espèce parthénogénétique, qu'elle soit en Grèce ou en France ou en Allemagne, c'est toujours le même ver de terre, alors que on sait on est parti d'un individu, par exemple, pour faire une population en Bretagne, par exemple. Et on aura une stabilité génétique intéressante du fait d'un mode de parthénogenèse particulière qui est valable chez les plantes et chez certains vertébrés type crapaud en zone désertique. C'est-à-dire qu'il y a un brassage préméiotique qui fait que c'est comme s'il y avait une reproduction croisée, comme chez nous. Et c'est aussi diversifié que s'il y avait une reproduction croisée. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'épuisement, il n'y a pas de nécessité de repasser par une reproduction croisée toutes les N générations. Donc ce qui fait que tout ça, c'est connu, pas forcément connu de la jeune communauté de chercheurs. Et donc il nous faut développer à la fois des approches génétiques pour voir justement s'il y a des facteurs d'isolement, mais il nous faudrait aussi reprendre tout ce qui est les stratégies de reproduction par espèce, puisque ça, c'est des travaux qui ont été faits dans les années 60-80, et depuis, il n'y a plus rien. Une autre question. Hélène Pesquine au PUCA. C'est un peu la même question, mais tournée sous l'angle d'un regard d'urbaniste plutôt. Du coup, moi, je m'interroge sur la notion même de trame. En fait, en tout cas pour nous, les urbanistes, les trames vertes et bleues, c'est très lié à la question des connexions et des corridors, plutôt à l'échelle territoriale, on va dire. Et finalement, là, on voit que l'échelle de capacité d'une communauté à résister, à se maintenir ou à se reproduire est beaucoup plus petite. Et donc, est-ce que c'est toujours une notion de trame qui s'impose au sens de mettre en connexion des espaces à l'échelle urbaine, y compris au sein même d'un quartier? Ou est-ce que c'est autre chose qu'il faudrait décrire différemment? J'ai pas le terme, mais plutôt de l'ordre surfacique, de l'ordre de la profondeur, de l'ordre de la qualité des sols, comme vous dites, qu'il faudrait mettre en valeur pour l'utiliser dans les projets d'aménagement ou la pensée de l'aménagement. C'est la première question. Et la deuxième question qui n'a rien à voir, c'est vous avez parlé de la ville de Palaiseau qui vous avait laissé carotter partout, etc. Et vous avez très peu parlé finalement de l'interaction que vous avez pu avoir avec la collectivité locale sur le thème de vos recherches. Ça m'intéresserait d'avoir un petit retour là-dessus. Pour la deuxième, en fait, on a eu une interaction grâce à toi, d'ailleurs, Étienne, qui connaissait un petit peu le responsable de la ville de Palaiseau. Je ne sais plus son prénom. On avait une relation un peu privilégiée, une connaissance au niveau de la ville pour pouvoir aussi faciliter l'acculturation et l'appropriation du sujet, parce que c'est pas quelque chose qu'on a construit ensemble. Nous, on avait au début du projet, on a travaillé des pré-diagnostics sur 50 ans en Yvelines et sur Palaiseau. C'est des terrains aussi que j'avais utilisés pour mon sujet de thèse. Donc c'était pour nous aussi facile parce qu'on avait déjà de la connaissance sur ce territoire. Donc c'était intéressant qu'on puisse affiner un peu notre lecture sur ces sites-là. Donc la relation s'est faite avec eux sur les personnes qui réalisent le journal de la ville. Donc on a eu des échanges sur les contenus. Et après, sur le suivi, on a eu une visite de site avec des personnes chargées de transition environnementale, il me semble, lors du stage des étudiants de Maëlys Desrousseaux. Et après, ça s'est un peu arrêté. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'échanges à l'issue. Il n'y a pas eu une dynamique en amont, et après, il n'y a pas eu une dynamique très forte avec Palaiseau. Et pour la première question, donc effectivement, tu veux y répondre? Donc c'est vrai que moi j'ai participé au CRCE pendant 3 ans en Bretagne, là, et j'ai arrêté la 4e année en leur disant je crois que j'ai plus rien à faire dans cette salle-là, parce que vous parlez d'échelles qui sont kilométriques, hectométriques, et que moi, un hectométrique, c'est déjà un univers, disons. Donc à partir de là, après, cette notion de trame-brune a été développée. Et c'est vrai que dans notre réflexion qu'on a eue aujourd'hui, sur le temps du projet, là, il apparaît que autant on arrive bien à définir les réservoirs, où est-ce que c'est que les réservoirs de la trame brune,
Par contre, des corridors de la trame brune, on n'arrive pas pour l'instant à les identifier, à part si on se dit qu'on va les construire. Mais naturellement, est-ce que c'est une bande de 50 cm de terre qu'on a fait en parterre, qui va servir de corridor? Mais surtout, ce qu'il faudrait construire, c'est construire des corridors pour franchir les zones infranchissables qu'on aura diagnostiquées comme infranchissables. Donc c'est là où Étienne avait fait des propositions sur le Lombriduc ou choses comme ça. Mais ça peut être dans la conception même de la barrière infranchissable, projeter que ça sera une barrière infranchissable et mettre en même temps que ça une alternative. Et ça, on pourra appeler ça des corridors. Parce que sinon, c'est vrai qu'on n'est pas arrivé à définir la taille minimale d'un réservoir et la taille maximale d'un corridor. On est passé par la forme de ces objets. Donc c'est avant tout une question d'échelle, effectivement, pour cartographier la trame brune. Il faut être beaucoup plus fin que ce que l'on se propose de faire sur la trame verte. On est à l'échelle du 2 millième, du 5 millième maximum. C'est pas du tout une échelle au 100 millième. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est des outils qui peuvent être... on peut partir donc, dans la méthode que proposait Jeanne, là, et qu'on propose, c'est de partir des documents existants. La trame verte et bleue fait partie des documents existants sur lesquels on s'appuie pour dire déjà, il y aura trame brune là où il y a une trame verte. S'il n'y a pas de trame verte, il n'y aura pas de trame brune déjà. Mais par contre, une fois qu'on a dit ça, il faut voir à l'intérieur de cette trame verte qu'est-ce qui va être du ressort de la trame brune. Et donc, c'est fonction du modèle biologique qu'on va utiliser qu'on va dire trame verte ou trame brune. Mais on risque, et puis après, c'est la notion d'échelle, bien sûr, puisque on est plutôt sur des organismes de très petite taille. Je crois qu'il y avait une autre question aussi derrière. Vas-y. Bonjour, Mélisse Desrousseaux. C'est une question qui est assez proche finalement de celle qui vient d'être posée. On comprend bien que même des sols fortement anthropisés font encore ce rôle de réservoir. Et est-ce que vous avez envisagé la trame brune, donc en espace intra-urbain, sous l'angle des services, où on pourrait se dire finalement, peut-être que pour la biodiversité des sols, c'est pas si important que ça d'avoir une trame, mais par contre c'est important pour d'autres éléments d'avoir une continuité de sol non imperméabilisé en milieu urbain. Et j'ai une deuxième question, c'est que... Non ? Une par une, d'accord. Bon, sinon au café, alors. Donc oui, alors effectivement, on peut avoir plusieurs lectures un peu du sol. C'est pour ça que la première entrée, aboutir à une carte du sol et caractériser ses propriétés, c'est essentiel parce qu'après, on peut lui appliquer des filtres et pour lui faire des cartes un peu thématiques. Donc là, le thème, c'était trame brune, donc lecture plutôt biodiversité. Et on se rend compte que effectivement, on peut aboutir à la localisation un petit peu des habitats, mais je ne vous ai pas montré de carte de trame brune finalement parce que ça n'a pas vraiment de sens à l'échelle communale, mais on est plus à l'échelle parcellaire. Est-ce que c'est un bon habitat? Oui, non. Donc là, on y arrive, on y aboutit. Et après, on peut faire des lectures autres en zoomant sur d'autres fonctions du sol. Donc là, on est sur la fonction habitat pour la biodiversité, cette lecture trame brune, mais on peut cibler la fonction gestion de l'eau ou stockage de carbone ou support pour la biodiversité aussi des arbres, entre autres. Donc oui, ça peut être plusieurs lectures comme ça, mais tout part en fait de la connaissance des sols et de son degré d'anthropisation. C'est un peu ça qu'on voulait mettre en avant. Il y avait une dernière question, puis après on va faire une pause. La deuxième question de Mélissa. Okay. Mais on va avoir un autre temps de débat tout à l'heure. Donc Laurence Maldonado pour la ville de Ponto-Combo en Seine-et-Marne. Moi j'avais une question sur la temporalité de la résilience des populations lombriciennes. Parce qu'on a vu que, dans ce que vous avez présenté, l'âge de l'urbanisation était supérieur à 50 ans, en majorité. Est-ce que vous avez eu des secteurs qui étaient récemment aménagés ou urbanisés, sur lesquels vous avez fait des sondages et qui ont le même nombre de lombrics ou pas, ou savoir à quelle temporalité cette résilience se met en place sur la population lombricienne?
Oui, c'est une bonne question également. Donc, on a choisi volontairement dans ce projet de mettre de côté des aménagements très récents parce que ça aurait mis un biais aussi temporel. On voulait forcément avoir pour tester le facteur forme urbaine, avoir des bâtiments qui aient au moins 15 ans pour avoir le temps nécessaire, qui est à peu près le temps de résilience qu'on voit dans la littérature scientifique pour que toutes les communautés reviennent. Cependant, j'ai quand même une réponse parce que dans mes travaux de thèse, j'ai pu travailler sur des modalités de sol de 20 ans, de 4 ans, qui ont été faites de la même façon. Et ça a permis de voir quand même qu'on peut avoir très vite des abondances qui à l'échelle de 3-4 ans, montent très élevées, 400 individus par mètre carré, 500 individus par mètre carré, des fois que ça dépasse les sols naturels. Mais cependant, avec une majorité d'un type de vers de terre, qui sont les endogés, qu'on a vus, et qui sont les plus résistants aux perturbations mécaniques, qui survivent un peu au process d'ingénierie pédologique. Et donc, eux, quand on les met dans un habitat où on a boosté, on a rapporté de la matière organique, donc sur les premières années, pour eux, c'est vraiment très intéressant. Ils arrivent à se développer très vite. Donc, on peut retrouver sur des linéaires très jeunes des communautés lombriciennes très importantes. Après, ça peut se gâter ou pas en fonction de la proximité, justement, d'un réservoir potentiel. Donc, ce que j'ai pu aussi montrer dans ma thèse, c'est qu'au bout de 20 ans, un sol complètement isolé, en milieu de route, c'était les mêmes modalités que le sol de 4 ans avec une habitabilité élevée. Des communautés complètement dégradées, par contre, au bout de 20 ans, des abondances très très faibles et que des endogés, versus le même sol en continuité avec un réservoir, là des abondances très élevées, similaires à des prairies, une richesse très importante. Donc il y a quand même, il me semble que cette double lecture habitabilité-continuité semblait se vérifier dans ce cadre-là. Trambiosol ne permettait pas de tout vérifier, mais on a quand même plusieurs éléments de réponse qui commencent à arriver, mais bon, encore une fois, c'est un concept assez émergent, donc il faut continuer de faire des recherches à ce sujet-là pour avoir de plus en plus de réponses. Je ne pourrais pas vous en dire plus aujourd'hui. Merci. Je vous propose qu'on fasse une pause. Il y aura donc une pause de 20 minutes. Je vous propose de revenir à 11h05. On reprend par une table ronde et on aura un autre temps d'échange et de débat pour donc affiner vos questions. On en aura besoin pour poursuivre ces échanges tout à l'heure.